Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Il a coutume de dire qu'il est le dirigeant d'une lady de 42 ans avec une culture de start-up. De lotisseur, il s'est transformé en promoteur immobilier, multiproduit et multi-pays, avec une croissance forte et régulière depuis plus de 6 ans. Christophe Capelli, PDG du groupe Capelli, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, un groupe créé par votre père, Jean-Claude Capelli, à Lyon en 1976 et que vous dirigez avec votre frère Jean-Charles depuis plus de 14 ans maintenant. Nous allons revenir sur ces 4 décennies et surtout, vous nous expliquerez comment vous avez réussi votre mue depuis plus de 10 ans, comment vous êtes passé de lotisseur monoproduit à promoteur multiproduit et présent dans 4 pays différents. Vous nous direz aussi pourquoi vous avez envie de réaffirmer votre enracinement à Lyon avec un nouveau siège administratif et des Capelli Store à Lyon et à Villeurbanne. Nous évoquerons aussi la situation générale du secteur du logement entre espoir et inquiétude. Vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag réussite d'entreprise, mais tout de suite, retour sur vos premiers pas professionnels. Christophe Capelli, vous avez 46 ans. On commence par une scolarité lyonnaise, au Mariste et à Saint-Marc. Oui. Du classique. Du classique. Du privé, pas de public. Un peu de public au milieu chez Jean Perrin. Très bonne période aussi qui m'a permis d'avoir un grand nombre d'amis et un panel d'ailleurs très large d'amis. Enfance heureuse donc. Enfance heureuse, ayant eu la chance de redoubler 1 ou 2 fois, ce qui m'a permis d'accroître le nombre de mes amis aussi. Donc ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un nombre conséquent de... Alors, ensuite, études à l'IPAG à Nice, où vous allez rencontrer aussi votre femme. L'idée de Nice, C'était quoi? De prendre un peu de liberté par rapport à la famille, par rapport à Lyon? Un petit bol d'air. Oui. Je partais du principe qu'à 18-19 ans, il était intéressant de commencer à vivre une forme de vie autonome, bien qu'elle était toujours financièrement aidée. Mais ça me semble intéressant. Et comme j'avais rencontré quelques mois avant la femme qui est devenue par la suite mon épouse, ça nous a permis de commencer à créer quelque chose. Voilà. Ensuite, Londres, vous poursuivez vos études, oui. Spécialisation finance. Spécialisation finance, avant de repartir sur la Chine. Voilà, donc double expérience internationale, Londres et la Chine. Et en Chine, vous faisiez quoi exactement? Du trading. On fabriquait tout ce qui était produit, ça pouvait être du câblage, ça pouvait être des articles, style des répertoires. On était une grosse période à l'époque où on créait les jetons de caddie. Service militaire? Service militaire, oui. Où ça? Chez les plongeurs oui. De l'armée de terre qui était basée dans l'Ain. Bon souvenir aussi? Excellent. 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 Qu'est-ce que vous avez aimé là-bas? Le brassage des... C'est une forme de représentation de la vie sociale. Et ça permet, avec la même tenue, c'est-à-dire tous en vert, de voir si on arrive à se différencier, se démarquer. Donc l'expérience était extraordinaire. 1995, vous rejoignez donc l'entreprise familiale comme responsable du développement. Vous êtes développeur. Développeur, oui. Donc à l'époque, Jean-Claude Capelli SA est un lotisseur, uniquement un lotisseur. Voilà. Il avait une activité de marchand de biens et de lotissement. Nous décidons, enfin, il avait déjà cette activité qui fonctionnait et je rentre comme développeur foncier, responsable de moi-même. Voilà, développement des équipes, donc. Développement des équipes. Opération des équipes. Voilà. Très vite, 1998, vous devenez directeur général. Oui. Bon, ça, c'est parce que j'en étais le fils. Au bout de 3 ans de développeur et DG, c'était quand même plus facile. Mais sérieusement, l'intérêt surtout, c'était de passer par toutes les étapes de l'entreprise. Mon père a ce don extraordinaire qu'il a eu avec mon frère et moi, c'était de tout nous apprendre. Voilà, il nous donne. Octobre 2004, inscription au marché libre, des débuts en bourse. Ouais. 1 an après, donc, la grande bourse, si je puis dire, Eurolist, Euronext, Liste C. Voilà, en 2005. Des débuts en bourse qui n'ont pas toujours été faciles. Vous avez longtemps été scotché plutôt vers le bas. Oui, il a fallu expliquer le métier, avant tout. Et puis, à un moment donné, à force de répéter, d'être redondant, le message est passé. Il n'en était même plus subliminal.
il y avait un fort message sur la nécessité d'un métier qui disait si vous voulez une maison, il faut forcément un terrain en préambule. Et puis l'activité boursière a commencé à prendre. Voilà. Donc votre frère aussi est dans l'entreprise, Jean-Charles. Votre père va prendre sa retraite vers 2005. 2005. Ouais, Et 2005. 2006, vous vous retrouvez donc PDG. Et c'est là, quelques temps après, que vous allez prendre la décision de vous transformer de lotisseur en promoteur immobilier. Oui, à partir de 2003, nous étions déjà venus le deuxième opérateur français. Donc entre 1995 et 2003, pendant 8 ans, j'ai participé à la structuration de l'entité. On allait créer énormément de produits. On était géographiquement déjà implantés dans différentes régions. Et puis avec mon frère, à partir de 2007, nous avons le sentiment que le métier est en train de risquer de muter. Il était de plus en plus difficile d'amener les gens loin, parce que ça avait des incidences financières pour 2 personnes. La collectivité qui devait recevoir ces nouveaux habitants, et 2, les gens eux-mêmes qui avaient des surcoûts liés à leur déplacement. Donc nous avons décidé en 2008 de réfléchir à quelque chose de différent. Oui, parce qu'au départ, donc, votre positionnement, c'était de s'intéresser aux primo-accédants qui s'installaient en première couronne, on va dire. C'était 100% de notre clientèle était du primo-accédant. Voilà, avec l'idée, 3 000 euros de revenus. C'est ça, 3 000 une capacité d'emprunt de 1 000 euros de remboursement. Donc ça veut dire l'équivalent à peu près de 200 à 250 000 d'achats, terrain plus maison. En général, c'était 50% la maison, 50% le terrain. Là où ça devenait de plus en plus compliqué, c'est qu'on sentait que le terrain allait coûter quasiment plus cher que la maison, ce qui n'était absolument pas cohérent intrinsèquement, puisqu'on arrivait en plus dans une période où il fallait commencer à penser écologie, donc coût additionnel de construction. Et là, donc, vous en parlez à votre père, de ce choix que vous faites de la promotion immobilière en devenant en quelque sorte, on va dire quoi, un mille pattes. C'est ça. On aime le mille pattes. En définitive, en 2007-2008... Devenir multiproduit, quoi, voilà. 2007-2008, nous avons vraiment senti que d'avoir un seul produit, ça posait un souci. De fond, pour nous, notre culture aujourd'hui, c'est de se dire comment vais-je faire pour avoir toujours plusieurs typologies de clients, plusieurs typologies de produits et plusieurs pays. Voilà. Et c'est notre gestion quotidienne de l'entreprise. Et là, vous lui demandez son avis à votre père et vous dit « Ok, vous pouvez y aller, mais allez-y progressivement ». C'est ça, exactement. C'est le conseil qu'il vous donne ? Il y avait un conseil extrêmement avisé qui était de dire vous avez des équipes en place, vous avez beaucoup de monde réparti sur la France. Comment pouvez-vous utiliser vos équipes sans générer un clash ? Donc nous avons essayé de penser en fait à des produits qui étaient plus proches des villes en créant entre guillemets un habitat alternatif. Alors au début on se gargarisait en disant c'est l'habitat alternatif, c'est un parmi tant d'autres. Mais ça nous a permis de muer vers le métier de promoteur. Alors, si on regarde les différents produits que vous proposez, on va le découvrir également en infographie, donc du logement, résidence principale, oui, à la fois donc, logement social, collectif, vente en bloc, et puis aussi tout ce qui est résidence gérée, oui, que ce tout soit à fait. pour les seniors, universitaires. Donc nous avons, voilà, c'est ça, les seniors, les résidences étudiantes. Un choix de travailler en fait des typologies de clients différentes. Il faut savoir que nous, la base de notre métier, c'était la résidence principale dont on parlait tout à l'heure. Donc ça veut dire que lorsque nous travaillons un logement, nous essayons de travailler pour un accédant principal. Et naturellement viennent les investisseurs qui trouvent opportun d'aller acheter à un prix qui leur semble cohérent pour aller en location. Ce que nous essayons de faire aujourd'hui avec mon frère, c'est, puisque le volume augmente conséquemment, puisqu'on a un peu plus de 72 programmes, 12 programmes en montage pour près d'1,5 milliard, ça veut dire que soit on reste, c'est typique de 2008, soit on reste sur des axes traditionnels, résidence principale ou défiscalisation, soit alors nous allons sur un autre type d'accédant. Et c'est ce que nous sommes en train de travailler actuellement. Alors, dans les résidences gérées, donc à la fois résidences étudiantes, notamment la Cato. La Cato, qui a été une magnifique réhabilitation, avec une particularité, c'est qu'on avait lancé en plus le démembrement sur ce site, c'est-à-dire que des propriétaires sont venus, des accédants, propriétaires investisseurs sont venus acheter pour 15 ans ou 16 ans de portage, et un bailleur social est venu faire la location de logements étudiants en plein centre-ville. Voilà, résidence aussi senior, résidence hôtelière également. Résidence senior, alors plus de la résidence de tourisme à faire.
Donc c'est ce que nous faisons par exemple autour de Paris, les villes telles que Courbevoie, au Luxembourg, puisqu'il y a une grosse pénurie de résidences de tourisme à faire, donc nous développons ça aussi. Alors on découvre en même temps quelques-uns de vos programmes, donc des développements avec des ouvertures à Lille, à Bordeaux. Lille a un beau programme tout récent. Lille, plus de 500 logements avec Jean-Michel Villemotte qui a bien voulu nous suivre, enfin même nous porter, parce qu'il a été extraordinaire. Il a fait la particularité de ce site, et je pense un des motifs pour lesquels nous l'avons gagné, c'est que 50% du programme, c'est de la réhabilitation d'un site historique, 19 000 m², et 50 autres %, c'est du neuf. Donc nous avons amené quelque chose de différent, et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui dans la promotion. Une des raisons pour lesquelles nous développons bien, c'est que d'abord, nous avons l'ADN du terrain. Moi, je dis souvent à mes équipes en rigolant que je suis l'Obélix du métier. À 14 ans, mon père trouvait que je ne faisais pas grand-chose pendant les vacances. Donc, il m'envoyait avec les développeurs fonciers pour aller relever les cadastres. Et à 16 ans, conduire leur voiture parce que c'était l'année de la conduite accompagnée. Donc, naturellement, ça fait partie de l'ADN. Et puis, la deuxième partie, je pense, qui joue pour nous dans notre développement, c'est parti du principe qu'on a une activité sociétale. C'est un peu étrange comme terme, mais nous devons vraiment créer du logement pour les gens. Voilà, c'est fondamental, un toit. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui les logements indignes. C'est un des plus gros problèmes qu'il y a en France. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard. On a dit multi-produits, multi-pays aussi, hein, donc depuis quelques années, la Suisse, Genève, le Luxembourg, et demain l'Allemagne aussi. L'Allemagne, à partir de 2019, un premier programme. Alors comment est-ce que vous avez abordé ces trois marchés, Suisse, Luxembourg et Allemagne ? Alors c'est toujours, vous avez toujours un petit côté, vous marquez un intérêt sur un pays, on vous explique que déjà il ne faut pas y aller, parce que c'est différent, parce que vous êtes différent et que ça ne fonctionnera pas. Bon. J'en parlais encore tout à l'heure avec mon frère, on était amusés, puisque j'ai souvenir quand même, il y a 15 ans, vouloir monter une agence à Paris, et un banquier lyonnais m'avait dit « Surtout, n'allez pas à Paris, c'est pas du tout pareil, vous allez vous faire manger ». Je crois qu'à un moment donné, il faut y aller. Voilà. Bon, alors la Suisse et le Luxembourg, la question qu'on se pose évidemment, est-ce que la raison est uniquement fiscale ? Alors la raison est surtout économique, puisque la Suisse et le Luxembourg sont deux pays très forts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un besoin fort de logement. Le Luxembourg, c'est 4,5% de croissance démographique. Donc, c'est extraordinaire. Après, ce sont des pays qui sont difficiles, puisque ce n'est pas parce que le marché est plutôt porteur qu'il est facile de trouver de la matière et générer de la matière. Il est très concurrencé, oui, forcément. Forcément. Donc, nous avons une culture avec mon frère, c'est d'essayer de devenir un local de l'étape. Voilà, donc nous-mêmes nous déplaçons dans ces pays. Moi, toutes les semaines, j'y suis dans chacun des pays. Tous les soirs, je suis dans un pays différent. Et l'Allemagne, c'est pour 2019, donc, avec quel plan de développement prévu ? Première opération dite thermomètre, pour voir si nous sommes viables pour le marché allemand. J'entends régulièrement des gens me dire « Attention, l'Allemagne, à chaque fois que les Français partent en Allemagne, leur structure locale dépose. » Bon. Donc là, nous avons une opportunité, c'est que nous signons une opération qui est de l'autre côté de la frontière. Donc ce sont nos équipes luxembourgeoises qui sont germanophones, qui vont travailler sur le projet. Le propriétaire lui-même, on lui a acheté déjà des terrains. C'est sur quelle ville précisément ? Trier. D'accord. Trèves. Voilà. On va revenir à Lyon maintenant, Lyon berceau du groupe. Et pourtant, votre siège a été transféré de Lyon à Paris il y a quelques années. Pourquoi ? Alors déjà, très grosse activité pour nous en Ile-de-France, puisque en moyenne, c'est aujourd'hui 5 à 6 programmes par mois que nous signons et que nous développons. Donc c'est colossal. Deuxièmement, parce que il est important pour nous vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires, fournisseurs, partenaires bancaires et autres, d'avoir une image nationale et internationale. Et ça ne le fait pas quand on est à Lyon ? C'est terrible. C'est terrible. Et alors, moi, je reprends ce côté lyonnais qui m'agace au plus haut point. Pourtant, Seb y arrive bien. Ils n'ont pas de soucis. Biomérieux. Ils sont meilleurs. GL Events. Ils sont meilleurs. À chaque fois, on nous disait « Ah oui, mais c'est une agence que vous avez. » Et un jour,
lorsque nous avons annoncé que le siège était donc au 43 rue du Faubourg Saint-Honoré, alors ça reste déjà conséquent comme siège, puisque nous avons près de 65 personnes, 70 personnes là-bas, donc c'est un vrai siège. La première remarque qu'on m'a dit, c'est « Ah mais tiens, on a découvert que vous étiez national ». Voilà. Alors du coup, donc, le siège administratif reste à Lyon et vous allez l'installer donc, dans l'ancien siège de la Chambre des métiers. Chambre des métiers, 58 avenue Foch. Ouais. Donc un gros chantier là. Gros chantier jusqu'à... on a commencé il y a à peu près un mois et demi, septembre-octobre, nous allons l'inaugurer avec une partie, les étages bureaux, et le rez-de-chaussée, un grand showroom. Voilà. Et puis donc, je disais la volonté pour réaffirmer ce enracinement, les Capelli Store que vous allez développer et à Villeurbanne et à Lyon, notamment en bas du... Au 58. 58, oui. Et, le concept du Capelli Store, alors en quelques mots? Le concept vient déjà, parce qu'il faut le féliciter pour ça, de notre directeur des ventes de la région, qui a eu une excellente idée. Il est parti du principe qu'une bulle de vente, c'était sans grand intérêt pour les gens. Vous savez, vous avez une sorte d'Algeco dans lequel vous avez des maquettes. Il a voulu créer plutôt une ambiance en disant aujourd'hui les gens, ils ne cherchent pas forcément un immeuble en particulier, ils cherchent à recréer un cocon et un cocon qui soit convivial. Donc on travaille décoration et on travaille pierre, donc l'immeuble. Et c'était une manière aussi pour nous de rappeler qu'on est quand même d'ici et que... j'ai passé quand même beaucoup de temps aussi à Villeurbanne, parce que j'ai beaucoup de copains à Villeurbanne, et qu'une ou deux fois, on m'a dit « mais vous êtes des étrangers ». Je dis « c'est pas possible, c'est une blague ». Donc alors, on m'a dit « allez hop ». Groupe Capelli, aujourd'hui, on va découvrir la situation de ce groupe. Vous venez de publier vos résultats semestriels, 13 semestres consécutifs de forte croissance. De croissance, plus 30%, un peu plus de chiffre d'affaires. Des points marquants, c'est nos carnets de commandes qui sont à plus 40% à 410 millions. Au total, ça fait 72 opérations qui sont en cours de montage, c'est ça? Pour 1,4 milliard, 1,450 milliard. 5200 logements en développement. 5200 logements. Une trésorerie qui est quand même un élément fondamental, puisqu'on a un métier très capitalistique qui est passé de 40 millions à 60 millions, donc qui nous laisse cette possibilité de pouvoir nous exprimer. Des collaborateurs qui augmentent, de grande qualité. Vous êtes 170 aujourd'hui au total. 170. Et vous dites l'objectif de faire 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, pour l'exercice prochain. Ça sera pour 2020 ? Oui, l'exercice prochain. Nous avons bon espoir. Avec une rentabilité qui est de quel ordre à peu près ? Nous arrivons à maintenir 23% de marge brute. Et l'idée étant de se situer entre 8 et 10% d'EBITDA. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Si on se projette à moyen terme, l'ambition du groupe Capelli, c'est quoi, au-delà de ce cap 2020 ? En chiffres ? Oui, en chiffres. Encore d'autres pays à ouvrir Pour le moment, on va rester sur ces 4 pays. L'Allemagne, c'est 88 millions d'habitants. Donc, je pense que quand on aura déjà bien bêché, ça sera fort intéressant. C'est d'aller plus sur une population peut-être de fonds d'investissement pour faire l'acquisition de nos opérations. Ce qui nous permettra de pallier à peut-être tout sursaut qu'on pourrait connaître à partir de 2020. Bon, alors ça peut être 2021 ou 2019, j'ai pas de... Oui, parce que quand on vous interroge par exemple sur d'éventuelles acquisitions, vous dites qu'on a déjà à gérer 30% de croissance organique régulière. Oui, la croissance externe est extrêmement intéressante, mais avec un tel rythme de croissance, nous préférons axer notre temps et notre énergie sur de l'organique. Si on fait un point sur le secteur du logement en général, au-delà du seul groupe Capelli, on sait qu'il y a des besoins énormes en matière de construction, que les constructions sont inférieures à ces besoins. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à construire plus en France ? Le premier point, il est administratif et politique. Alors, il n'est pas lié aux administrations. Nous qui avons... Vous savez, on a toujours cette culture un peu du French bashing qui explique que nos administrations... Alors, je tiens à dire que nos administrations sont absolument extraordinaires en termes d'instruction des autorisations en France, et il n'y a pas la même chose dans les autres pays. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième des choses, ce qui est lié beaucoup notamment aux autorisations et au déséquilibre petit à petit offre-demande, c'est le fait que nous arrivions dans une période électorale, que d'habitude, 12 mois avant, ça commençait à freiner. Vous voulez parler des municipales, hein ? Oui. Voilà. Et que là, ça fait depuis quasiment cet été que nous le sentons. Ma crainte là-dedans,
c'est le déséquilibre offre-demande. Nos clients peuvent acheter à partir du moment où ils sont solvables. C'est basique, on revient aux 3 000 euros, 1 000 euros investis par mois dans la maison, 200 et quelques mille euros de budget. Voilà. À partir du moment où je commence à créer un déséquilibre, et notamment ça a été le cas par exemple avec le PLU de Lyon. Été retardé jusqu'au début 2019. Hein, qui a été retardé jusqu'à, semble-t-il, juin 2019. Même juin maintenant. Juin 2019, qui est une ville Lyon extraordinairement attractive. Eh bien, on manque de produits. Il n'y a pas assez de produits, à mon goût, à la vente par rapport à l'attractivité. Donc mécaniquement, ça fait monter les prix. Mécaniquement. Et c'est dangereux, donc forcément. Vous savez, la force d'un promoteur, c'est son stock. Parce que sans ça, il n'a rien. Et la faiblesse du promoteur, c'est son stock. Le jour où le marché s'arrête, ça devient des chewing-gums à la chaussure. Un mot très vite sur le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous comprenez cette colère qui s'est exprimée Alors, je la comprends d'autant plus qu'il y a quelques semaines, dans les journaux, il est apparu un article sur les Gilets jaunes des lotissements. Donc, d'une certaine manière, je fais partie de ces opérateurs qui ont emmené ces gens. Donc l'incidence liée au pétrole, elle est tout à fait cohérente. Et est-ce que selon vous, les mesures annoncées par Emmanuel Macron sont de bonnes mesures, ce qui a été annoncé il y a oui. 10 décembre Ouais. Vous, par exemple, prime défiscalisée, vous allez en faire une dans votre entreprise? Oui. Ouais. Je n'ai pas défini encore le montant, mais oui, on le fera. Nous le ferons pour une raison très simple, qui est au-delà du fait de remercier les équipes, c'est d'un point de vue sociétal, justement. C'est-à-dire comment, à un moment donné, l'entreprise peut intervenir pour aider aussi le PIB de son pays, et de manière assez directe. Lorsqu'à un moment donné, vous allouez une prime de 200 euros, si vous êtes nanti, les 200 euros, vous le mettez sur votre compte. Si à un moment donné, les 200 euros ont un impact sur ce que vous consommez au quotidien, vous allez le consommer. Et de fait, ce matin, il y avait un article qui disait 0,2% de croissance du PIB sur les 2 ans à venir grâce à ça. Voilà. Christophe Capelli, on passe à la question qui dérange à présent. Christophe Capelli, vous aviez été élu à la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole en 2010. Très vite, vous avez limité votre implication dans cette instance consulaire. Est-ce que vous vous êtes trompé sur l'utilité de la CCI ou est-ce que vous avez estimé que vous n'aviez pas besoin d'elle ou plus besoin d'elle? Non. Je dirais que je n'ai pas bien fait les choses. C'est de ma faute. C'était la période à partir de 2012 où nous avons commencé à beaucoup bouger avec mon frère, nous déplacer, et notamment à l'international. Et je manquais de temps à consacrer, alors que la Chambre de commerce elle-même, intrinsèquement, les gens qui y sont là pour aider la société. Et je n'étais pas, à mon goût, un digne représentant et je n'affectais pas assez de temps pour ça. Très bien, on passe au questionnaire de Proust pour finir quelques questions plus personnelles. Si vous n'aviez pas été chef d'entreprise, quel métier auriez-vous aimé faire? J'aurais monté une baraque à frites sur une plage et j'aurais vendu des frites. Quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez? Rigueur, travail, ténacité. Est-ce qu'il y a un chef d'entreprise qui vous a inspiré? Norbert d'Entresangles. Un homme d'État qui vous a marqué? Général de Gaulle. Un artiste que vous affectionnez plus particulièrement? Un artiste. Dans tous les domaines. Ouais, en fait, les artistes, pour moi, c'est surtout tout ce qui est lié à l'art. Et j'aime beaucoup le street art. Voilà, donc des artistes comme John Wan et autres. Je suis très, très réceptif à ça. Et quel est votre sportif préféré? Mon sportif préféré, c'est un coureur automobile, Lewis Hamilton. Et quelle est votre plus grande fierté d'entrepreneur? 2008, notre changement de cap. C'était fondamental et nous l'avons fait. Un événement d'actualité qui vous a plus particulièrement marqué ces dernières années? Les Gilets jaunes. Ça m'a vraiment interpellé. Le fait que du jour au lendemain, les gens peuvent échanger entre eux grâce aux réseaux sociaux,
qu'il y ait une tendance, qu'il n'y ait aucun homme politique prépondérant là-dedans, que les gens y aillent. Et d'ailleurs, de voir aussi comme il y a 15 jours, les gens ont décidé d'arrêter ça majoritairement. C'était impressionnant quand même. Et bien. Ça continue quand même, hein? Oui, mais c'est peut-être pas les mêmes motivations. Est-ce que vous avez un regret ou des remords? Un regret, oui. Un regret. Mais il est professionnel, hein, parce que quand je rentre à la maison, je trouve que ma tribu est trop belle. Mais un regret professionnel, j'aurais dû passer par une grande entreprise avant. Je pense que ça m'aurait évité de me prendre les pieds 2-3 fois dans le tapis. Quelle est votre principale qualité et votre principal défaut? Ma principale qualité dans ma vie, c'est la pugnacité. J'en donnerai un deuxième, parce que quitte à abuser, Vite, parce qu'il doit j'aime les gens. Voilà. Est-ce que vous avez une devise? Et ça m'a évité de répondre Ah bah au si, défaut. oui, le défaut. Le défaut, parfois un peu obtus. Est-ce que vous avez une devise? Ma devise, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, RTT, rigueur, travail, ténacité. Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui se lance dans la création d'entreprise, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, il ne faut surtout pas hésiter, et c'est comme à la boxe. Parfois, c'est un peu le goût du sang, mais on ne lâche pas. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Capelli, d'être venu dans Réussite d'entreprise. Rendez-vous pour la prochaine fois, ce sera le vendredi 18 janvier à 19h. Nous accueillerons Pascal Nadobny, le PDG de ADEV Materials. Bonne fête de fin d'année. Merci de votre fidélité à TLM et à très bientôt. Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital. Coup de projecteur